Bonjour à toi Guillaume, merci d'avoir accepté cette invitation sur The Cloud Show Podcast, qui est un petit peu le premier épisode hors série. L'objectif est très simple, je vais t'expliquer, ne t'inquiète pas. L'idée est juste apprendre à te connaître. Faire un peu l'histoire de ta carrière, où est-ce que tu as démarré, où est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait en fonction de tes choix et en fonction de tes envies, entre guillemets, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Donc on a l'occasion avec Guillaume, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous voient, de se rencontrer pour la première fois en Suisse. Parce que juste après, on va donner une conférence donc, sur Azure Policy Watch, donc c'est un module qu'on a créé ensemble avec Guillaume et avec Christophe également. Et du coup, voilà, donc on profite un peu de ce moment-là pour se rencontrer et pour discuter un petit peu. Exact. Donc, vu que tu es la première personne que j'accueille sur ce podcast et sur la chaîne YouTube également, on va lancer un petit rituel. Déjà, je vais te poser une série de questions. L'idée, c'est juste de discuter. Yes. Et de fil en aiguille, je te laisserai progressivement la parole. Mm-hmm. Dans un premier temps, quand tu démarres ta journée, tu es plutôt café, thé, Red Bull, d'autres substances peut-être? Café direct. Café directement? Café direct. Et selon certaines périodes dans l'année, je pourrais me dire, non, le café, que du café, ça c'est peut-être un peu ric-rac. Il faut vraiment que je me fasse un petit déjeuner. Je suis plus petit déjeuner salé, mais bon, c'est vrai que tout le temps du café par contre. Tout le temps du café. Donc oui, forcément. De toute façon, c'est la bonne caféine qui fait que notre cerveau démarre correctement le matin. Exactement. Peut-être un peu trop des fois. Mais... Du coup, une autre petite question un petit peu, si tu devais expliquer ton job actuel à un enfant de 10 ans, est-ce que tu arriverais un petit peu à lui expliquer grossièrement, vulgarisement parlant, parce qu'on a des gens qui nous écoutent aussi qui ne sont pas forcément de cette partie-là. Donc je trouve que la question est assez pertinente. Je pars du principe que si un architecte dans le domaine de l'immobilier arrive à expliquer son métier, je pars du principe que je devrais pouvoir le faire aussi, parce que finalement, c'est le même principe. Je dirais à cet enfant que, comme dans l'immobilier, quand on construit une maison, finalement, il y a tout un tas de métiers qui interviennent. Il y a des maçons, il y a des peintres, des plombiers, mais il y a aussi d'autres personnes qui interviennent avant pour prévoir toute la structure et s'assurer que derrière, toute la maison va répondre à un ensemble de règles et que le tout va bien s'harmonier. Et finalement, mon job, c'est de faire exactement la même chose, mais pour des sites web, des plateformes dans le cloud, voilà, et tout ça, voilà. Franchement, j'aurais pas dit mieux là. Pour le coup, là, tu m'as sorti la définition que je ressortirai plus tard. Elle est nickel celle-là. Donc du coup, tu es un architecte. C'est ça. Cloud. C'est ça. Cloud, Azure. Entre autres ici, surtout Azure, étant donné que tout. J'ai bien aimé l'allégorie avec. Du coup, là, j'aime beaucoup parler avec des images. Ouais, c'est top ça. Il y a une chose que j'aime beaucoup faire, parce que je l'ai vécu moi-même par le passé, c'est comparer notre vie actuelle dans ce corps de métier avec l'école. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on nous dit souvent, oui, si tu fais ça, tu vas réussir à avoir ça, etc., etc., etc. Et bon, parfois, je trouve que c'est pas totalement vrai. Donc, du coup, est-ce que tu pourrais faire ton CV express? En gros, décrire ton parcours avec tes diplômes, tout ce que tu as eu jusqu'à aujourd'hui. Lycée, bac économique et social. Je suis pas trop fan de physique-chimie, mais bon, bref. Du coup, par contre, maths à fond. J'adorais les maths, donc bref. D'accord. J'ai trouvé un truc qui était scientifique, mais qui m'avait... voilà. Donc, économique et social. J'ai fait mon bac comme ça. Ensuite, BTS dans une école qui s'appelait... qui était propre au CESI, en fait, qui était Lexia CESI. Très orienté, très orienté info, et puis voilà. Donc j'ai fait mon BTS là-dedans. À la base, ma vision, c'était de pousser jusqu'au bac plus 5 dans cette même structure. D'accord. Une fois que j'ai eu ce BTS et tout ce socle commun d'apprentissage qui était propre, dev et infra, etc. J'ai stoppé volontairement parce que du coup, il y avait trop de pratiques qui allaient s'approcher, de mon point de vue, que j'allais pas réutiliser plus tard. Okay. Et donc j'ai fait le choix en fait finalement de partir sur de l'alternance. Donc pendant 3 ans j'ai fait de l'alternance où derrière en fait j'ai intégré des entreprises et des écoles pour derrière améliorer mes compétences dans tout l'univers de la programmation, du développement, et avec une dernière année un peu plus orientée management.
D'accord. Tout ça au sein du CESI toujours? C'était un peu entre les deux. Les trois dernières, non, c'était dans une autre école qui n'existe plus, donc je ne citerai pas le nom, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était l'approche. L'idée, c'était de faire autant d'années, entre guillemets, pas autant d'années que possible, mais essayer d'agréger un maximum de compétences et en même temps d'expérience et d'avoir des choses qui vont me servir pour plus tard. Absolument. Je voulais pas à un moment me retrouver à faire des années pour faire des années avec des compétences que je pensais ne pas réutiliser. Et avec du recul, je pense que finalement, pas mal de compétences que j'ai eues et étudiées, qu'elles me servent aujourd'hui, pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Et c'est vrai que l'alternance a aussi été un grand plus pour, avec du recul, là où j'en suis aujourd'hui. T'as pas eu de difficulté justement de trouver une alternance? Si, mais j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance en fait. Clairement, sur les 2 premières années d'alternance, donc Bac plus 3, Bac plus 4, Master 1, c'est mon école en fait à ce moment-là qui m'avait mis en relation avec une super entreprise près de Nantes, certainement, parce que du coup je suis nantais. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, effectivement. Et puis voilà, pour le coup, donc du coup cette super entreprise que d'ailleurs je vais nommer, c'était Ukaya, donc trop bien. Et j'ai appris, passe le bonjour. Hein. J'ai appris énormément de choses là-bas qui me servent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mm-hmm. Et ouais, en plus, mais c'est vrai que trouver une alternance, c'est pas simple. Alors, surtout dans le contexte actuel aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. Tout à fait. Donc très très compliqué. D'accord, super. Bah écoute, ton CV Express, il a été clair et concis, donc c'est top. Concernant l'origine, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu as toujours voulu bosser dans la tech, dans l'IT, ou c'est parce que voilà, c'est arrivé un peu par hasard, tu as eu une opportunité, tu l'as saisie, tu t'es dit bon, finalement ça me plaît, donc je reste là, ou pas, ou peut-être ça a été ton choix des plus petits. Je mentirais si je dirais que je savais que j'allais toujours faire ça. J'aurais pas, en étant plus petit, je pensais peut-être faire maître chien. Puis à un moment, je me suis dit géomètre c'est pas mal. Donc tu vois, rien à voir. Et puis il y a un moment, c'est vrai que arrivé à la fin du lycée, quand même. Voilà, faut faire un choix. Et en fait, c'est vrai que c'était pas simple. Et j'ai surtout misé sur une chose, c'était où est-ce que je me sens bien en fait, dans quoi je me sens bien. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'étais à l'aise avec les ordinateurs. Et quand je dis à l'aise, pas spécialement le crack, c'est juste que j'étais confortable à l'idée de me dire, c'est pas forcément que du gaming, parce que certes, à cette époque-là, je jouais pas mal, mais j'aimais bien l'idée de me dire, au jour le jour, j'aimerais bien travailler sur un métier qui s'approche qui est dans l'IT. De l'IT. Et à ce moment-là, clairement, je savais pas si j'allais plus partir dans l'infra, dans la sécu, dans le développement, je savais pas. Les premières années d'études m'ont aidé à faire ce choix. Progressivement. Ouais, clairement. Okay. Parce que tu vois, t'enchaînes parfait avec ma seconde question, c'était surtout à quel moment tu t'es dit, à quel moment précis de ton expérience tu t'es dit, ok, je veux faire ça. Parce que je te connais comme étant sur la partie archi cloud, le DevOps également. Mais du coup, c'est à quel moment de ta vie où tu t'es dit, bon voilà, je fais ça, donc je veux aller là-dedans et je veux me perfectionner là-dedans. Alors, en fait, c'est assez drôle parce que finalement, j'ai beaucoup galéré au tout début, en fait, à faire avec les bases de la programmation. C'est pas simple. À ce moment-là, même là, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai pu galérer autant? Parce que du coup, finalement, tout paraît beaucoup plus simple. Mais ouais, non, c'est vrai que j'ai un peu galéré au tout début avec les approches de développement. Mais à force de crocher dedans, il y a un truc que je détestais plus, c'était de gérer des masques de sous-réseau. Et en fait, à ce moment-là, tout ce qui est adresse IP, etc., là, j'étais en mode, non, mais ça me perd encore plus. Donc, en fait, finalement, par déduction, je me suis dit, non, mais là, ma survie, elle est liée au développement. Et après, je peux pas dire que c'était que non plus par défaut, parce que c'est vrai qu'on a, dans les 2 premières années d'études, on avait, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas actuellement dans les écoles, mais on avait vraiment un socle commun, un tronc commun, en fait, qui, à ce moment-là, peut nous paraître complètement incohérent et qui, on se dit, ça va nous servir à rien. Bien sûr. Ça nous sert pour savoir où est-ce qu'on va se projeter et sur quoi on va se spécialiser, mais même avec du recul, ça me sert toujours. Et à ce moment-là, il y avait notamment, on avait fait par exemple des programmes en C, des programmes en Java. Je me revois faire des TP à faire en équipe, à faire des
sorte d'escape labyrinthe, je sais plus comment on appelle ça en Java. Et puis c'est vrai que j'avais adoré faire ça. Et du coup, oui, c'est vrai. Donc cumulé au fait que je détestais, vraiment, j'étais pas à l'aise avec le réseau et que finalement faire développer des choses, que ce soit des jeux vidéo comme des programmes, fameuses calculatrices. Ou le Hello World qu'on connaît tous. Hello World, voilà, ça c'est classique. Mais une petite calculatrice, des petits trucs, calculatrice aussi. Mais voilà, donc du coup, je suis parti là-dedans. Et puis de fil en aiguille, par contre, ça sera peut-être ta future question. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi déjà la voie de développement. Et après, il s'est passé plein de choses. Et justement, parce que c'est drôle, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, tu fais beaucoup d'allusions, donc du coup d'allusions avec ton école, du coup, donc le CESI plus tes formations que tu as eues, oui, tout à fait. Et le travail du coup que tu mènes actuellement, plus le entre-deux. Tout à fait. Et du coup, donc quand tu as décroché donc, ton tout premier job, à quel moment tu t'es dit il y a un gros décalage avec l'école, avec ce qu'on t'apprend à l'école? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Parce qu'apparemment, de ce que tu me dis, il n'y en a pas eu forcément, parce que tu as quand même... Quand tu es sorti de tes différentes formations, tu es quand même sorti avec un gros bagage, j'ai bien compris. Donc du coup, est-ce que vraiment ce mythe est toujours d'actualité ou pas? Je pourrais pas dire pour ceux qui le sont, qui sortent actuellement d'école, mais pour ma part, quand je suis sorti en tout cas du bac plus, bac plus 4, bac plus 5, parce qu'en soi, voilà, surtout avec mes 3 années d'alternance et tout ça, je pense que j'étais pas si j'étais pas déconnant en fait, le fait d'arriver directement, les attentes de l'entreprise étaient assez en adéquation avec finalement ce que j'avais appris. À la différence de oui, en effet, parfois selon ce que tu vas avoir appris sur le terrain avec l'alternance, parce que dans le développement, c'est toute une histoire de framework. Si et t'as voilà. Donc, si tu fais du Angular, si tu fais du React, et des trucs, et des ceci, et des cela, il y a un moment, faut trouver des fois un job qui match, où en fait, on recherche quelqu'un avec ses compétences dans ce domaine-là. Moi, entre autres, j'avais eu la chance dans mon alternance de pouvoir jouer avec pas mal de choses, du React, de l'Angular, du .NET, de l'UWP. Donc c'est vrai que c'est pour ça en fait j'ai eu énormément de chance dans ma première entreprise d'alternance parce que du coup j'ai pu apprendre pas mal de choses, que ce soit du front-end comme du back-end et j'étais pas finalement il n'y avait pas trop de décalage et même vis-à-vis de tous les autres fondamentaux qu'on t'apprend parce que en fait dans le développement c'est pas juste du JS et du ceci et du cela. Il y a aussi par exemple parfois les bases de données. On se dit, mais pourquoi on voit du SQL, pourquoi on voit du SQL? Mais quand tu développes des applications, bien souvent en fait on va avoir des données qui vont être stockées et alors c'est vrai que du coup si tu es uniquement porté sur la partie front-end, donc l'habillage de ton site, oui tu vas on va pas forcément demain te demander de gérer la partie SQL, mais il faut se dire aussi que derrière les entreprises ne sont pas, il y avait pas forcément tout le temps le job soit front-end soit back-end. Des fois en fait les entreprises recherchaient des personnes qui étaient capables de faire les deux. D'accord. Alors, ça a mené à pas mal de divergences. Et cet aspect couteau suisse c'est un peu terrible. Pour mon cas, ça fait que du coup, j'ai pu tirer vraiment un maximum, je pense, de compétences que j'ai appris pour mon intégration et mes débuts dans le domaine professionnel. Donc, ça a été quand même plutôt utile. Maintenant, cet aspect couteau suisse, on en reparlera plus tard, je pense, mais en effet, c'est l'un des aspects de notre métier. Ça, il faut que tu saches tout faire. Celui-là, on le connaît. Un petit peu la licorne, on le surnomme dans les recherches d'emploi, donc c'est très drôle. Chaque fois, t'en vois une passer, tu te dis, mais ça, si vous le trouvez, c'est une belle licorne. Mais bon, après... c'est ça. C'est le jeu. Et là où je te comprends, c'est parce que de ce que je vois, parce que j'ai failli rentrer au CESI moi aussi étant plus jeune, mais j'ai pas eu cette chance. Et le CESI, de ce que j'ai vu, était vachement, tout comme Innov, les autres écoles privées calées dans l'informatique, offre cette possibilité de vraiment croiser la partie entreprise et la partie éducation, là où une école publique aura potentiellement peut-être moins de facilité
qu'une école privée. Donc je pense que le CESI, forcément, t'as beaucoup aidé aussi là-dessus. Exactement. Avec l'alternance en complément, c'était terrible, quoi. J'appuierais ton propos sur le fait que, je sais pas si c'est toujours le cas actuellement, mais en fait, il y avait une méthode d'enseignement, de pédagogie. Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, peu importe, mais en soi l'idée c'était pas forcément t'as pas un cours magistral, t'es pas face à un professeur et puis on te dit t'apprends ça et puis voilà t'as les réponses et tu fais du par cœur ou t'intègres bref peu importe. Non, là en fait l'approche qu'on avait donc du coup sur mes 2 premières années au CESI, c'était vraiment t'as un contexte, t'as des problématiques et avec ta classe tu extrais du contexte les différentes problématiques, les différents enjeux, ce que tu comprends de la situation et ce que tu ne comprends pas, pour que derrière tu te fasses un plan d'action et que toi-même, pendant 2-3 jours, tu recherches les propres informations dont tu as besoin pour résoudre, entre guillemets, le truc. Donc, c'est-à-dire que tu te fais vraiment ton plan d'action, tu recherches toi-même tes informations et après, tu restitues. Potentiellement, des fois c'est bon, des fois c'est mauvais, mais le simple fait en fait de se dire j'ai un problème et il faut que j'essaye de moi-même de comprendre le contexte et de corriger en fait les manquements que tu as en termes de knowledge, bah ouais, ça moi je le fais toujours aujourd'hui. Alors là on pourrait se dire que c'est bateau, oui tu comprends pas un truc, tu cherches, c'est plus que ça. C'est quand même une manière d'essayer de décortiquer un problème et de façon structurée de se dire ok, je vais d'abord essayer de penser ça. Est-ce que je le comprends bien? Ceci, cela, puis Et puis ouais, finalement cette pédagogie, je l'ai trouvée appropriée et en effet, quand tu commences dans le domaine professionnel, c'est aussi un plus de mon point de vue. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour le coup, je peux que, à la limite, peut-être... Ouais, non. Juste, je suis d'accord avec toi. On va passer à la suite. Du coup, donc, t'as passé... Donc, une fois que tu as passé ce premier job, comment a évolué ta carrière? C'est-à-dire, est-ce que tu as suivi un chemin tout tracé ou est-ce qu'il y a eu des virages, des choix inattendus qui t'ont mené là où tu en es aujourd'hui? Chemin tout tracé, non, je pense pas. Après, c'est toujours un peu particulier de dire ça, mais en tout cas, disons que j'ai commencé dans le domaine du développement. Vraiment au tout début, dev full stack, front, back. Wow. Je vois le début, je vois la fin et je me dis oula, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Non, je travaille. C'est assez courant. Hein. On a des développeurs front qui spécialisent sur le front, on a des développeurs back-end qui spécialisent vraiment sur, ça va, tu sais, Sharp, des trucs comme ça, et puis qui vont taper la base. Bref, moi je faisais un petit peu, pas tout ça, mais bon, est-ce que ça fait un petit peu le mec qui commence à mettre ses billes partout, mais voilà. Non, c'est un dev full stack. C'est le métier de dev full stack. Et donc j'ai commencé comme ça, et puis au fur et à mesure, j'ai pris la responsabilité de certains projets sur lesquels j'avais contribué en termes de développement. Donc je faisais les reviews. J'étais l'équivalent on pourrait dire d'un lead dev. Du coup, on va avoir peut-être d'autres développeurs avec soi, on va les accompagner, on va parfois prendre les besoins du client et l'aider, puis analyser en fonction de son besoin, comment on peut partir, ceci, cela, etc. Donc on commence déjà à avoir un travail de récupération du besoin, de ses exigences, et de le traduire en exigence technique, quoi, en tout cas en besoin technique. Donc il y avait déjà ce truc-là, et puis voilà, au fur et à mesure des années et des projets, parce qu'il y a eu beaucoup de projets et beaucoup de, notamment en parallèle, mais beaucoup de projets, et puis après, en fait, la future évolution que j'ai eue, en fait, c'était surtout de me dire, ok, je pose des architectures front, back. Ok, je prépare la base de données pour notre application, même si c'était pas forcément tout le temps non plus des méga grosses applications. Ouais. Il y avait toujours un travail à ce niveau-là. Et à ce moment-là, en fait, mon entreprise, qui était Exakis Nelite,
on portait nos applications sur Azure. Donc, en plus de cet aspect logiciel, ces mêmes personnes, vu que du coup on demande de plus en plus de polyvalence, que tu arrives, que tu es sur le terrain, que tu es à la fois motivé et que tu es demandeur à évoluer et que tu es curieux aussi, hein, parce que du coup, je peux pas derrière faire le mec, on m'a forcé. Non, mais moi j'adore, je suis curieux sur pas mal de choses. Et la nature des choses font que derrière, voilà, j'ai amené des fois à structurer des bases de données sans forcément être un expert en bases de données, c'est pas, voilà. Mais par contre, à poser aussi des projets sur Azure DevOps, faire des CI/CD sur Azure, commencer à mettre les premières web apps, les premiers app services, les premiers app insights, les log analytics workspace. Ouais. Donc là, en fait, il y a à la fois la partie logicielle et à la fois la partie cloud. Ok. Donc ça commence à faire pas mal, mais au fur et à mesure que je fais tout ça, il y a un moment, je me rends compte, mais finalement, est-ce que je maîtrise vraiment ce que je fais dans le cloud ? Et je pourrais me dire ça aussi sur tout un tas d'aspects. Hein, parce que finalement, on peut être vraiment lead dev, expert sur front ou back. On peut très bien être architecte logiciel parce que finalement, le travail d'architecte n'est pas forcément ne reflète pas forcément le travail d'un expert. Tu peux être expert sur ton domaine sans forcément avoir les compétences pour mener véritablement ce qu'un architecte doit faire en termes d'interfaçage avec le client, de récupération du besoin. Donc il y a tout un tas de métiers sur lesquels j'aurais pu m'arrêter, ou en tout cas chercher à me spécialiser, mais moi entre autres j'ai cherché à me spécialiser un moment sur la partie surtout cloud, Azure, et de me dire à un moment, j'ai envie de maîtriser vraiment ce que je fais sur Azure et j'ai envie d'en faire bien là et de plus en plus. Et beaucoup des projets que je faisais à ce moment-là en termes d'applicatifs que je portais tout le temps dans le cloud et respectaient un peu toujours le même pattern. C'était des patterns assez simples avec un front, un back, App Insight, Log Analytics Workspace, du Key Vault, SQL Database, etc. Mais finalement, je me rends compte à ce moment-là que je peux pousser le truc et que même je dois pousser le truc. Si tu cherches vraiment à bien comprendre comment en fait comment les choses fonctionnent, comment ton app service fonctionne, comment ton app service plan en fait même d'ailleurs fonctionne, comment il s'intègre, comment demain si on passe de 50 utilisateurs à 100, 150, 5000, t'es en mode il y a des trucs là, je suis en mode j'ai pas les compétences, faut que j'apprenne. Et en fait au fur et à mesure je me retrouve en fait à vraiment faire ce que j'aime, c'est de vraiment faire architecte cloud. Donc évidemment j'ai toujours une appétence dans le domaine applicatif parce que c'est de là d'où je viens. Bien sûr. Mais mon kiff c'est de monter des plateformes applicatives, mon kiff c'est de me dire de créer quelque chose. De créer quelque chose, en tout cas sur Azure. Alors c'est vrai que c'est pas forcément tout le temps que du domaine applicatif. Certes, j'ai des appétences pour ça, mais vraiment de designer dans Azure, ça c'est vrai que c'est mon kiff. Et ça englobe tellement d'aspects. Encore à nouveau, on se retrouve encore à ce nouveau à être en mode l'architecture, c'est pas non plus que du PaaS, c'est pas que du IaaS. C'est l'identité, c'est la sécurité, c'est la gouvernance. C'est plein de choses. Donc voilà. Mais et franchement, bravo. Mais je pense qu'on est beaucoup quand même dans ce cas-là. Tu as eu un parcours où vraiment tu as démarré de la partie donc full stack et aujourd'hui ArchiCloud Azure. C'est pas mal. Et comme tu le dis, les appétences que tu as dans le domaine du dev, du coup, vont vraiment ébouriffer un petit peu toute la partie ou dans la partie cloud, la partie applicative, tu vas vraiment avoir une vraie appétence. Et ça, c'est une vraie épingle du jeu à sortir, surtout dans le contexte actuel où on cherche de plus en plus de DevOps, DevSecOps, de machin, etc., etc. On est en pénurie, enfin pas en pénurie, j'exagère peut-être un petit peu, mais il y a une cruelle demande et bien. J'adore faire l'historique comme ça, c'est excellent. Surtout qu'on commence à avoir maintenant un certain âge au niveau, je parle d'expérience professionnelle, donc on peut voir dans le passé.
Et là, c'est fou, quoi. De faire le lien entre le passé, ce que tu as appris avant, ce qui te sert aujourd'hui. Et moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris par le passé qui me servent aujourd'hui. Dont le réseau, du coup, tu m'expliquais tout à l'heure, par exemple. Et c'est vrai, c'est vrai, le réseau que je détestais avant, je me suis forcé pour... après, c'est des fondamentaux, on est obligé de... notamment au côté du cloud, avec les VNet, les subnets, il faut essayer quand même de... Tout à fait, mais quand... il y a beaucoup d'aspects de notre métier, même d'autres architectes qui n'ont pas des compétences en fait sur la partie networking. On ne pourrait pas forcément non plus les blâmer parce qu'en fait il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à apprendre et à appréhender que finalement Mais par contre, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les enjeux et les problématiques. Certes, moi j'essaye de pouvoir me dire aujourd'hui que s'il y a des problématiques sur la partie networking, que je suis capable de comprendre ces enjeux et potentiellement d'adresser avec des solutions. Mais c'est vrai que... Après, on a pas c'est le plus, hein. C'est toujours pareil. Hein. Et oui, mais il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que moi sur la partie réseau et probablement sur tous les domaines sur lesquels je suis. J'essaye juste de comprendre actuellement avec ma position où sont les véritables enjeux, les véritables problématiques et essayer de proposer l'une des meilleures solutions possibles sur chaque projet, quitte à potentiellement, si je manque de connaissances sur un aspect, potentiellement faire appel à quelqu'un d'autre. Mais c'est déjà comprendre les enjeux. Au moins, tu as les fondamentaux. Et essayer de comprendre les fondamentaux. Il y a quand même pas mal de... Tu as les bases, tu sais que tu vas réussir à troubleshooter un peu à droite et à gauche, il y a des problèmes quelconques. Tout à fait. Après, comme tu l'as très bien dit, toi, tu as plus d'expérience dans la partie dev, dans la partie applicatif. Là où, côté réseau, tu vas être peut-être un peu plus limité, mais tu essaieras peut-être de... Voilà. J'ai quand même... J'ai bien rattrapé, mais c'est... Non, mais quand même... Non, mais je comprends. La partie Express Route, pareil, je comprenais rien, tout ça, les VLAN et tout ça. Elle est hard, celle-là, à comprendre. Mais bon, je me suis fait du mal et c'est bon, ça devient plus simple à comprendre. On va passer à un autre sujet. C'est un petit peu la journée cheap, en fait. Ouais. Cliché vs réalité. Car on a souvent deux images extrêmes. Soit, en fait, on bosse 24 heures sur 24 avec l'autre bout du monde. On le connaît, hein, les réunions avec les gros clients, où on bosse avec Singapour, on bosse avec les États-Unis, on bosse avec l'Europe. Et voilà, soit en général, on te dit que vu que tu es dans l'informatique, tu fais pas grand-chose devant ton écran, parce que tu es en télétravail. On le connaît, celui-là. Mais en vrai, à quoi ressemble du coup ta journée type à toi? Tu commences par quoi? Tu finis par quoi? Écoute, finalement, toutes mes journées se ressemblent un petit peu. Après que je sois en télétravail ou sur place, c'est vrai que ça peut diverger un petit peu. Mais bon, on commence par un café, comme d'habitude. Le plus important. On commence par un café, un bon café, une belle tasse. Et puis voilà, on commence à relire aussi les mails parce que ça peut arriver vite et t'as pas forcément tout le temps de checker tous tes mails avant de partir la veille. Donc tu regardes ce que t'as potentiellement pas encore checké. Le matin, c'est aussi la période des délits, souvent. Donc voilà, et des délits qui peuvent parfois durer plus ou moins longtemps. Et potentiellement d'autres rituels en fonction des projets qui font que peut-être des fois tu commences ta journée et le milieu de journée est déjà arrivé. Ah, ça peut parfois arriver, ça peut parfois arriver. Non, et puis voilà, j'ai envie de te dire normal, je prends ça, j'essaye de faire une petite pause de 10-15 minutes dans la matinée si je peux, en fonction de comment je suis libre. Et puis après, quelques projets perso en parallèle en fin d'après-midi. Quand t'as un petit peu le temps, on va dire. Faut s'organiser. En fait, c'est derrière cette question, en fait, il y a un vrai truc et je pense qu'il est valable pour tout le monde et tout corps de métier dans l'IT de manière en général. C'est qu'en fait, toutes les choses, tout évolue extrêmement vite. Et pour demain, s'assurer qu'on soit toujours à jour, il faut s'assurer de faire une veille. Cette veille, quand est-ce que tu l'as fait? Cette veille, tu l'as fait, tu l'as fait le matin, tu l'as fait le week-end. Ah bah non, tu pourrais, mais c'est-à-dire que là, on commence à rentrer aussi sur des enjeux d'équilibre vie pro, vie perso, qui sont c'est un véritable enjeu. Si tu veux durer dans ce domaine, il faut
tu arrives à bien te cadrer en termes de vie pro, vie perso, Bien sûr. tout en faisant ta veille. Et ça implique que derrière, tu organises et tu structures tes journées de telle manière à ce que tu sois suffisamment efficace, tu fais ce qu'on te demande en temps et en heure, mais tu arrives en fait à faire ta veille. Alors ça ne veut pas forcément dire faire ta veille sur ton du travail, mais c'est de s'organiser. En fait, certains, par exemple, vont commencer beaucoup plus tôt leur journée, et donc terminer peut-être un petit peu plus tôt, mais se laisser peut-être du temps pour faire de la veille. Quand ils vont rentrer voir leur famille, ils vont s'occuper des enfants, des bébés, etc., machin. Et puis là, peut-être sur la fin de... Enfin, chacun s'organise un petit peu à sa manière, mais ce qui compte, c'est qu'à un moment, on doit avoir une stratégie, on doit être cadré de telle manière à ce qu'à un moment, on peut faire une veille. C'est pas simple à faire, mais on doit tous... Ceux qui veulent, entre guillemets. C'est pas qu'on est obligé, mais c'est vrai que les choses avancent tellement vite que même si avant, il y a 3-4 ans, j'aurais pas été aussi affirmatif que ça. Je l'aurais pensé, je l'aurais jamais dit à quelqu'un aussi affirmativement. Je l'aurais pas dit, oui, tu fais de la veille. Oui, tu fais de la veille si tu veux. Dans ma tête, j'aurais pensé, tu dois. Mais là, c'est vrai que même là, tu vois, genre naturellement, je peux difficilement te dire que tu peux pas faire de veille. En fait, tu vois, tu peux. On est obligé de le faire d'une manière ou d'une autre. À quel intervalle, ça, c'est à chacun de le gérer. Si c'est journalier, si c'est une fois par semaine, si c'est une fois par mois. En fonction des métiers aussi, les exigences sont pas forcément tout le temps les mêmes et les rythmes d'évolution des différentes technologies sont pas forcément les mêmes. Mais c'est vrai que dans notre domaine, on a énormément de choses à surveiller. Et il y a l'IA qui arrive, qui à la fois c'est super, c'est génial, mais ça ne fait qu'accélérer le rythme d'évolution des différentes technologies. Et nous, on n'en reste pas moins humains. Et il faut qu'on essaye de se positionner au milieu de tout ça, et de s'organiser de la meilleure des manières pour en fait suivre le rythme. Absolument, et de ne pas perdre le wagon. Exactement. C'est très, 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 très important. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi. Après, il y a deux écoles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vouloir rester informés et à jour parce que ils adorent ça, parce que c'est le cœur de leur métier. C'est comme ça aussi que tu progresses, pour le coup, tu montes en compétences. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent forcément se cantonner à leur travail, où je vais mon matin au bureau, je vais mon matin dans mon bureau, soit à la maison, soit chez mon client, ou soit chez mon client final. Je fais ce que j'ai à faire. Le soir, je rentre. Voilà, je suis entre guillemets tranquille. Sûr, Après, moi, je partage ton point de vue. Après, c'est non, mais savoir qu'il y a deux écoles. C'est ça. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Non, c'est pas pour faire une citation. Non, mais t'as bien... Oui, tu as entièrement raison. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise situation, au final. mais voilà, après, le but, c'est, comme tu le disais, ça arrive tellement vite. Il y a des problèmes de cybersécurité, si on parle de la cyber, ou de l'IA qui évolue en continu, où il faut que tu tiennes la route. Sinon, tu vas vite être perdu et vite être dépassé. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et bon, l'une des questions que tu m'avais posées précédemment en termes de rituels, c'est vrai qu'un truc que je fais, que j'ai pas cité, c'était j'utilise pas mal LinkedIn, mine de rien. Ah, ça, c'est la drogue. J'utilise pas mal LinkedIn. Alors, j'essaye de pas trop l'utiliser non plus, parce que c'est vrai que le syndrome du scroll, et puis tu vois pas le temps passer. Mais non, mais c'est vrai que j'aime bien commencer ma journée aussi en passant quelques minutes sur LinkedIn. En fait, en faisant notamment attention de suivre les bonnes personnes, parce que finalement, en développant son réseau, on se retrouve finalement à suivre beaucoup de gens, etc. et tout ça. Et en régulant un petit peu tout ça et en essayant de suivre les bonnes personnes qui t'intéressent toi dans ton domaine, ça peut être aussi une très bonne chose aussi pour suivre l'actualité, quoi, en fait. Donc c'est vrai que j'ai tendance à faire ça. Tu m'as dit pas mal de choses, donc je suis assez content pour le coup. Et pour le coup, je suis en train de dire mes questions. Tu as répondu à énormément de mes questions. C'est un truc de ouf. Mais il y a une question que j'aime bien, c'est le cliché. Quel est le cliché sur ton métier que tu entends tout le temps et qui t'énerve parce qu'il est faux? Le cliché. Est-ce que tu en as un déjà? Parce que moi, je sais, j'ai une famille qui est très taquin, donc on me sort souvent des clichés. Mais après, tu peux ne pas en avoir. Hein. C'est aussi possible. Mais j'ai bien aimé cette question. Je dis, allez, faut que vous la sorte à Guillaume. Ouais, non. Non, je pense pas spécialement avoir
Non, je pense pas spécialement en avoir un. Quand j'étais dev, quand j'ai commencé par là, c'est vrai, c'est vrai que c'est très bizarre à présenter. Mais oui, c'est vrai que quand je me présentais, tu vois, tu rencontres des gens en soirée, etc. Vie perso, hein. Ouais, je squeeze rapidement la partie. Ouais, tu travailles dans l'IT. Je suis développeur. Enfin, tu t'épilogues pas, tu fais rapide parce que tu sais que derrière, enfin, ça dépend des âges avec la personne avec qui tu parles, mais ouais, tu peux facilement avoir le stéréotype du gars qui est avec sa capuche dans le doigt. On le connaît celui-là. Qui sort pas, qui est tout le temps devant l'ordinateur. Comme la série Scorpion ou comment elle s'appelle, Monsieur Robot aussi sur Netflix. Ouais, et puis, mais non, moi j'aime bien parler, je suis sociable, tout va bien. C'est vrai cool, c'est vrai, parce qu'on a cette étiquette-là, ceux qui travaillent dans l'IT, où justement on n'est pas sociable, où on reste dans notre coin, limite la Batcave, quoi. Noir, avec pas de lumière. Mais j'avais pas pensé à celle-là, c'est clair que. Elle est pas mal. Beaucoup de gens travaillent dans l'IT, mais qui n'auraient peut-être pas pensé travailler dans l'IT. Non, c'est vrai. Non, mais c'est clair. C'est clair. Je voudrais qu'on aborde les leçons et l'état d'esprit. Plus précisément, une question que j'ai beaucoup aimée parce que ça nous arrive à tous. Et je pense qu'il faut aussi désamorcer et détraumatiser au maximum les choses. D'un point de vue erreur ou galère que tu as eu. En plus, tu es dev. Donc, tu as dû en avoir des galères, tu as sûrement dû faire des erreurs par le passé. Donc, est-ce que tu peux en citer une, deux, comme tu veux, celles qui te viennent à l'esprit, ou si tu en as pas, parce que tu es un dev qui est juste topissime, et du coup, voilà. Et surtout, comment tu t'en es sorti? Je dirais les pires galères que j'ai eues sont pas de nature technique. Elles ont un fond technique, mais elles sont plus de nature organisationnelle ou même humaine. D'accord. Je vais expliquer le point, c'est-à-dire que lié au fait qu'en fait on cherche toujours plus à développer la polyvalence de certains profils. Donc moi, quand j'ai commencé tout ça, voilà, j'étais à la fois demandeur et en même temps, ton entreprise n'est pas contre généralement aussi que tu développes. Voilà, en général, tu prends des choses, etc. Tu prends des responsabilités et potentiellement tu es sur un ou plusieurs projets aussi. Parce que voilà, projet a un cycle de vie. Ceux qui n'ont qu'un projet, je ne dis pas forcément que c'est simple. Mais l'exercice n'est pas le même que quand tu commences à en avoir plusieurs, parce que potentiellement tu peux avoir un qui est en phase d'avant-vente, t'en as un qui est en cadrage, t'es vraiment en train de faire l'architecture. J'ai fait ça à droite, à gauche j'ai fait ça. Il y en a un, t'as pas mal développé pendant le produit pendant un temps, mais là tu le surveilles, t'es référent technique, tu vas peut-être faire les revues de PR. Et en même temps peut-être responsable du produit livré en prod. Donc en fait, il peut y avoir pas mal de choses, et je me suis retrouvé dans des situations où des fois, en effet, il y avait pas mal de choses en parallèle. Et de blâmer qui que ce soit n'est pas, même si derrière, tu peux te dire que X facteur ou X personne t'a mis dans X situation, ce qui ne serait pas complètement déconnant. L'une des choses qui, je pense, que j'essaye encore d'ailleurs toujours d'améliorer, c'est de savoir dire non. Il y a des fois, en fait, on te met dans des contextes où parfois assez exigeants, où en fait, on te dit tu vas faire ci, tu vas faire ça, parfois en tant de temps, et puis ceci, puis cela, et puis même il y a peut-être des gens qui te disent tiens, tu vas faire ci, et puis finalement, même la faisabilité c'est pas faisable. Quand tu commences, en fait, tu as aussi un petit peu cette pression d'essayer de pas te légitimer, mais en tout cas d'essayer de bien faire les choses, essayer de te faire ta place. Tu es à la fois curieux, demandeur à évoluer, on te donne une chance, et t'as parfois un petit fil qui est un peu bizarre, et se retrouver dans tout ce paysage d'exigences multiples, parfois en fait savoir dire non, je pense que c'est l'une des compétences humaines. Je ne sais pas si on peut dire compétence humaine, mais non, c'est savoir-être dans ces cas-là. Ouais, je pense que ça se prend avec la maturité, l'âge, le tempérament, mais c'est un tout. Parce que certaines personnes ont tendance parfois à dire non vite, très vite, et pour pas dire des fois pas être réfractaire, mais sont parfois bloqués. Moi, j'ai tendance à pas être aux antipodes de ça, mais par contre, c'est vrai que j'aurais eu tendance pendant un temps à beaucoup prendre sur moi.
quitte à essayer de bien faire les choses et de me dire si c'est pas possible, non, c'est forcément un moyen, etc. Et je me donne. Et ça m'a parfois mis dans des situations où finalement j'ai pris beaucoup sur moi, probablement trop, et de savoir dire non des fois, que ça soit des fois aux clients, comme ça soit en interne. Ouais, bien sûr. Même à soi-même, des fois. Tu peux pas le faire, c'est comme ça. Et finalement, ouais, ça peut être une très bonne chose. Parce que derrière, ça te permet de prendre du recul, de souffler, de garder un équilibre cadre vie perso qui est correct, la santé, l'énergie. Il faut se dire que derrière les métiers qu'on fait, on les fait pas pour de 25 à 30 ans. On les fait, on les fait sur la durée. On a, à moins vraiment de se dire qu'on va transitionner sur un moment sur un autre job. Il y a un moment, il y a la santé. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, il faut qu'on le fasse dans un cadre en fait sain. Absolument. Et moi, avec du recul, je me dis que c'est souvent ça, des fois, qu'il faut... je sais que je m'améliore sur cet aspect-là, je me suis pas mal amélioré, je peux toujours faire mieux, mais de savoir dire les choses et de savoir te dire quand on est capable ou quand on n'est pas capable, c'est bien. Des fois, de savoir dire non, c'est pas forcément chercher un conflit, c'est de savoir aussi se positionner avec maturité sur un problème, sur un contexte, et après de réadapter la soit stratégie. Parce que tu manques de compétences, soit parce que tu manques de connaissances. Il peut se passer plein de choses. Il peut se passer plein de choses. Quand tu as trop de projets en même temps et que tu vas pas te dédoubler, t'es pas. On est d'accord. Il peut se passer énormément de choses et des fois après, après ça, ceux à qui parce que si la responsabilité est collective, des fois c'est pas forcément parce que du coup tu relèves le problème que ça sera entendu, mais ça c'est un autre problème. Il faut déjà être en accord avec soi-même, se dire si c'est possible ou si c'est pas possible. Après, si c'est entendu et si la trajectoire est corrigée, c'est un autre sujet. Mais déjà être droit avec soi-même, savoir comment se positionner vis-à-vis de tout ça, c'est déjà un très bon point. Je pense. Parfait. Tu me donnes des réponses qui sont oufissimes. J'adore. Mais oufissime dans le bon sens, parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément, qui ne sont pas forcément mis en lumière pour des consultants un peu plus, peut-être un peu moins expérimentés. Donc pour le coup, d'avoir cette marge de progression et d'expliquer ça, c'est quelque chose de très très bien. Petite question, qu'est-ce qui te donne l'envie de te lever le matin ? Est-ce que c'est plutôt la résolution des problèmes, l'innovation, le salaire parfois, ou l'équipe, ou autre chose ? C'est quoi qui te donne envie de te lever le matin pour dire je vais travailler ? Voilà. Ouais, les solutions, je pense. Toujours un mix entre savoir que tu vas apprendre des choses. Alors, toi, il y a des fois, tu te dis, là, je suis dans la merde. Tu te dis, non, mais genre, des fois, tu as vraiment des problèmes. Tu as des problèmes, des fois, tu galères, quoi. Il y a des fois, tu te dis, ça arrive, hein. On est pas... et du coup, mais ouais, c'est vraiment de se dire, globalement, c'est ça, c'est de se dire, je vais apprendre des trucs, je vais apprendre de nouvelles connaissances, je vais résoudre des problèmes, et ce que je vais apprendre va me permettre de mieux cadrer de nouvelles choses par la suite. En fait, c'est de se dire que derrière... T'es moins bon hier, mais t'es meilleur demain. Voilà, c'est ça. C'est accepter que, voilà, c'est pas tout, on apprend et on fera mieux la prochaine fois. C'est vrai qu'il y a un truc, c'est pas comme dans un jeu, mais c'est vrai qu'en fait, c'est comme si tu avais une barre d'expérience qui se cumulait au fur et à mesure et des nouvelles compétences. Et en fait, elles sont, à moins vraiment de développer des compétences qui vont devenir obsolètes demain, parce que c'est possible. Hein. Il y a des gens qui travaillent dans des domaines qui, on sait que c'est pas forcément l'avenir. C'est pas simple. Non, c'est mais c'est pas simple. Mais c'est vrai que il y a pas mal de compétences que je développe au jour le jour. En tout cas, c'est la manière dont je le vois, c'est ce qui me fait kiffer de me dire tout ce que j'apprends aujourd'hui en général va pouvoir me servir pour demain. Et c'est pas forcément directement le fond technologique, mais aussi l'approche, la manière, le fond, parce que derrière, tu vois, quand on est en train de cadrer des trucs sur Azure ou quand on parle de gouvernance, c'est pas spécialement tout le temps, c'est pas spécialement directement lié à Microsoft ou Azure. La gouvernance et l'architecture de manière globale, c'est plus global que ça. C'est comment tu te positionnes vis-à-vis des différents enjeux stratégiques. Et ça peut être réadapté sur d'autres cloud providers, comme même sur des intérêts, comme si vous étiez comme si on était full on-premise. Enfin, il y a tellement de manières de le voir et voilà. Ça me va, je comprends totalement.
maintenant, on va parler un petit peu des conseils. On arrive bientôt sur la fin, vous inquiétez pas. Merci encore, Guillaume. En vérité, il nous reste 2 petits points, enfin même pas un point, et après on conclut. Ouais. En fait, là, on est plus sur... J'ai adoré faire ça parce que en fait, je me suis mis à ta place quand j'ai écrit ces lignes. Et j'aime beaucoup... d'ailleurs, je le reçois sur LinkedIn, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu lancer ce type de vidéo. C'est vraiment pour aider les anciens. Excusez-moi, aider les jeunes en fait qui veulent vraiment se lancer là-dedans. Et en fait, du coup, ton toi jeune, d'accord, on va remonter un peu dans le passé. Si tu pouvais remonter le temps et croiser l'étudiant que tu étais, quel conseil tu lui donnerais en quelques mots? C'est vrai que c'est une bonne question. Je lui dirais, je pense. J'adore, c'est bon. J'ai posé une colle. J'ai posé la mais colle. non, mais parce que Elle est là. Ah, mais parce que c'est vrai que c'est une bonne question. L'un des premiers éléments qui j'ai deux. Vas-y. J'ai un peu deux manières de le voir. Le premier truc qui me vient en tête, c'est crois en toi et vas-y. Mais c'est pas le crois en toi basique, parce que des fois, en fait, mais comme dans tous les métiers, hein, finalement, même pas que dans l'IT, hein, dans plein de domaines, c'est pas simple. Vas-y, fonce, et puis voilà, fonce. Mais peut-être un autre aspect que je pourrais dire, c'est ce que tu veux. En gros, c'est où est-ce que tu veux mettre tes priorités. D'accord. C'est-à-dire que la direction que tu prends aujourd'hui n'est pas forcément la direction que tu prends demain, mais il y a une trajectoire qu'on devrait essayer de suivre. Comment tu te vois dans 1 an, comment tu te vois dans 2 ans, en fonction de ça, tu peux te décrire derrière une sorte de cheminement, une sorte de plan d'action, etc. Et en fonction de ça, tu mets tes priorités. Tes priorités peuvent être multiples, elles peuvent être technologiques, comme organisationnelles, comme développer du savoir-être, etc., du savoir-faire, plein de choses. Et clairement, c'est vrai que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je suis plutôt... Enfin, ça paraît être... c'est pas pour être prétentieux, mais je suis quand même plutôt... je suis plutôt content de la trajectoire que j'ai fait, mais c'est vrai que de par le fait que ça bouge beaucoup, même pas spécialement moi, ma carrière, etc., mais tout bouge énormément, tout bouge très vite. Quand j'ai commencé dans le domaine, quand j'ai commencé mes premiers stages, à ce moment-là, c'était vraiment pas rare de voir des designers, un développeur front-end, un développeur back-end, chef de projet, mais c'était le classique qui était dans tous nos projets, quasiment tous les projets de dev. Maintenant, la tendance, ça évolue. De la même manière qu'on cherche de plus en plus de polyvalence et qu'il y a en même temps des nouveaux enjeux. Là, on parle d'IA, on parle de... On va en venir d'ailleurs. Il y a énormément de choses. Et du coup, je pense que c'est ça. C'est garder une trajectoire, une vision claire de comment tu dois évoluer. Step by step. Step by step, et de ne pas hésiter à un moment, pas te rechallenger, mais de la réactualiser en fonction de comment ça se passe toi dans ton contexte, et en fonction de l'évolution de tout, parce que finalement on est dans un domaine qui évolue tellement, donc absolument, non mais c'est clair. La position que tu as aujourd'hui, c'est pas forcément la même position que tu auras dans 2-3 ans, donc Puis il est important, si je peux compléter tes dires, parce que je suis entièrement d'accord avec toi, c'est ça aussi qui est important, c'est se tenir informé des nouvelles technologies qui sortent. Pourquoi pas faire des certifications dans la mesure du possible. Aujourd'hui, on a des outils qui sont incroyables. Je pense notamment au Microsoft Learn, qui permet d'apprendre plein de choses autour de l'IA, autour du cloud Azure, autour d'Office 365, de Microsoft 365 maintenant. Donc voilà. Mais je partage entièrement ton avis sur tout ça. Et là, tu vois, tu viens de me couper l'herbe sous le pied. J'avais trouvé une autre question, encore une fois. Tant pis. Bon, c'est que mes questions sont bonnes, alors on est bon. Non, on va terminer avec une dernière question et après on va conclure. En fait, ça concerne l'IA. On a toujours en mode global, comme tu le sais, comme on le sait tous, on a une arrivée massive de l'IA.
Et toi, est-ce que tu es plutôt optimiste ou inquiet pour les juniors qui arrivent? Très bonne question. J'essaye de, par nature en fait, je cherche à voir le côté positif des choses. Il y a du bon et du pas bon. Donc, je vais pas te faire une réponse manichéenne, mais l'accès à l'information classique, je vais répéter des phrases qu'on entend un peu tous les 4 matins, mais c'est vrai que l'accès à l'information est beaucoup plus simple. Déjà, nous, quand on a commencé, bon, bah voilà. C'était pas pareil. Non, mais on avait déjà Google, mais on disait Google est ton ami. Et quand quand t'embêtais ton référent technique pour une question à la bête, tu te faisais taper sur les doigts parce que t'avais pas cherché par toi-même. C'est clair. Et si à un moment t'es coincé pendant une journée, bah finalement c'est pas si surprenant que ça parce que des fois des problèmes sont là et puis de trouver la solution à ce problème-là, ça peut parfois se traduire en non pas simplement quelques heures, mais en plusieurs journées. Et moi, je vais probablement rester coincé sur des problèmes très techniques pendant au moins une semaine. C'est vraiment pas impossible. Je ne saurais pas vous dire quel problème exactement, mais c'est très certainement arrivé. Et le truc, c'est que c'est vrai que cumulé au fait d'avoir un accès à l'information qui est plus simple, on a accès à des solutions. Bien sûr. Tu poses ton problème, tu as une solution. Bien sûr. Cette solution est plus ou moins vraie, plus ou moins pertinente. La pertinence. Mais du coup, en fonction de ça, on se retrouve à être à avoir une approche vis-à-vis du travail et des problèmes qu'on rencontre au travail. Cette approche, elle évolue en fait. On se retrouve à finalement, j'ai un problème, trouve-moi une solution. Et est-ce que pour autant, tu as appris derrière ce truc-là ? Est-ce que tu as cherché à comprendre ? Moi, je me retrouvais sur du Stack Overflow. Des fois, je me retrouvais avec des peut-être un thread Stack Overflow où j'ai passé vraiment pas mal de temps à le trouver. Le gars parle d'une technique, une solution. Mais je suis obligé de comprendre la solution pour que derrière, enfin la technique pour que derrière, je puisse l'appréhender. Et c'est vrai qu'en fait, ce rapport avec l'IA qui arrive, il n'est pas mauvais, mais c'est l'utilisation qu'on en a qui fait que derrière l'utilisation, que ça soit sain ou non. Il y a des gens qui vont l'utiliser, notamment, je pense par exemple, voilà, GitHub Copilot, des gens vont l'utiliser et vont devenir encore meilleurs. Bien sûr. Meilleurs que, voilà, et d'autres vont l'utiliser et auront une approche vraiment très consommatrice et moins intellectuel. De ça découle énormément de, je pense, ceux qui l'utilisent bien s'en sortiront bien. Ceux qui l'utilisent malheureusement, je ne vais pas dire mal parce que c'est encore très subjectif, mais ceux qui l'utilisent avec moins de recul et de jugement vis-à-vis des résultats qui sont sortis par l'IA, je pense que ceux-là auront du mal. Et c'est valable du coup pour des domaines, donc du coup pour les développeurs, mais c'est valable pour les architectes, c'est valable pour... et en fait, énormément de choses. Que demain on se trompe pour une solution, on pense que... Parce que là, on nous sort une solution, on a l'impression qu'elle est bonne. C'est possible. Et encore une fois, si on se trompe, c'est pas bien grave. Mais c'est le recul vis-à-vis de tout ça. C'est un moment aussi d'être capable de challenger ce qu'on nous donne. Et dans le domaine du développement, je pense que ça va se voir de plus en plus. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'IA ne remplacera pas les humains, mais les humains qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Ça regroupe vachement ce que tu viens de dire par rapport notamment au fait qu'une personne qui sait utiliser l'IA à bon escient va peut-être plus performant qu'une personne qui va l'utiliser mal. Ouais. Et là, je te rejoins également. Après, bien entendu, tu l'as dit, que je le redis au cas où, l'IA n'a pas la science infuse, d'accord ? Il va vous fournir parfois des documentations, des scripts qui sont erronés. Donc, il faut très faire attention, toujours vérifier ses sources. Et puis voilà, t'as dit ce qu'il fallait. Dans le domaine du développement, ça c'est beaucoup, notamment, ça se voit pas mal. Ça se voit pas mal. Le rapport à comment ceux qu'on, je vais pas dire... ceux qui ont quelques années, ceux qui sont un petit peu plus seniors vis-à-vis du monde du développement, etc., ont tendance à être plus critiques vis-à-vis de ce qui sort. Mais même quand c'est un nouveau langage, ils ne connaissent pas le nouveau langage,
l'IA va commencer à lui donner des trucs et lui, mais attends, mais pourquoi ça, mais attends, mais hein? Mais pourquoi et puis finalement, on en arrive. Il y a un cheminement logique qui font que derrière, il y a une bonne connaissance qui se dégage derrière tout ça. Mais c'est vrai que le rapport à tout ça avec les jeunes et les jeunes qui vont utiliser l'IA, elle peut être très bonne comme elle peut être malheureuse, comme elle peut être mauvaise. Et dans le domaine éducatif, par contre, je pense que oui, ça peut être. Mais c'est pareil, ça peut être un vrai plus comme demain, si quelqu'un a passé notamment dans l'IT, et j'ai cru comprendre que là, dans pas mal de cursus universitaires ou scolaires, on faisait même plus de contrôle continu. C'est un autre sujet et je n'épiloguerai pas, mais c'est vrai que demain, vous arrivez dans le domaine de l'entreprise, pour X raisons, on vous donne pas Copilot ou on vous supprime ces trucs-là. C'est compliqué. Et faut rester quand même, je pense, faut rester conscient que derrière, ça reste quand même des outils qui, bon, actuellement, ils sont massivement accessibles. Mais voilà, faut rester raisonné vis-à-vis de leur utilisation et voilà. Eh bien, écoute, on va clôturer sur 3 dernières petites questions. Dans un premier temps, la ressource d'or, c'est-à-dire est-ce que tu as un livre, un podcast, une chaîne YouTube ou même un compte Twitter que tu recommandes à tout le monde? Là, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Les principaux, c'est juste histoire de dire que tu vois, si un étudiant, encore une fois, ou une personne en reconversion veut se lancer, ça serait quoi en fait pour toi le réseau social, la petite vidéo, le petit podcast ou le petit compte LinkedIn qui fait que c'est pertinent, tu vois? Alors, déjà d'un point de vue réseau social, je pense que je cumulerais, si je commençais demain, LinkedIn, YouTube. Ok. LinkedIn pour veille et suivi un petit peu de tous ceux qui peuvent représenter, que tu peux identifier comme des mentors. Bien sûr. Et YouTube pour la partie un petit peu plus concrète sur des sujets très, très précis, mais pour lier théorie, pratique, et derrière, voilà, c'est faut pratiquer. Mais quand t'as quelqu'un qui justement pratique à travers une vidéo, t'as entre guillemets quasiment qu'à répéter. Et après, sinon j'avais des livres. Oui, je pense qu'il y avait un livre que j'avais bien aimé, c'était le livre de, je crois que c'était Jonah Anderson, et qui en fait présentait des bases vis-à-vis d'Azure. C'est une MVP qui est très orientée Azure et en même temps dans le domaine assez lié applicatif. Tout ça, ce qui est service. Il est en France ou il est au... C'est une, et elle est pardon. Suède. Elle est ok, d'accord. Suède. Et c'est vrai que j'avais pris son livre et je l'avais trouvé plutôt bien. Mais il y a pas mal de personnes et finalement même des divers articles et de personnes à suivre. Il y en a plein, il y en a tellement. Il y en a qui sont beaucoup plus présents sur GitHub et qui mettent leurs articles sur GitHub et d'autres sur LinkedIn. Là, tu vois, je te cite cette personne parce que du coup, c'est vrai qu'au moment où je me suis vraiment dit, voilà, il faut. Enfin, il y a un moment, je me suis dit que ça serait pas mal. Et j'avais pris ce livre-là, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Ok. Donc, un dernier petit message pour la communauté étudiante ou ceux qui sont un peu perdus dans leur orientation. Tu leur conseillerais quoi? Un petit mot, juste un petit mot peut-être d'encouragement ou un petit mot, je sais pas, ce qui te passe par la tête, entre guillemets. Ouais, si, déjà, de la même manière que ce que je me serais souhaité à moi, c'est vrai que ça, en revenant, croyez en vous, et de la même manière que ce que je me serais dit, encore une fois, sachez vers quoi vous voulez aller. C'est très bateau, mais c'est vrai que je vais pas la refaire, mais c'est tellement de domaines et de spécialisations qui sont possibles qu'on peut vite s'éparpiller. Même moi qui ai finalement pas mal de compétences dans différents domaines, il faut un moment savoir aussi,
tu peux pas tout faire. Il y a un moment, il faut aussi savoir cibler. Et ceux qui commencent aujourd'hui, voilà. En tout cas, peu importe s'ils veulent être généralistes ou spécialisés dans un domaine en particulier, il faut qu'ils sachent. Voilà, faut pas qu'ils subissent le truc. Parce que tu pourrais te retrouver dans un scénario où tu subis en fait l'évolution de toutes les choses. Croyez en vous, sachez ce que vous aimez, déduisez peut-être ce que vous voudriez faire pour demain. Et puis voilà, croyez en vous, mais essayez de le faire de manière cadrée, parce que tellement de choses sont possibles que finalement, c'est aussi possible de s'y perdre. Elle est parfaite, cette dernière réponse. Et du coup, pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Sur LinkedIn principalement. LinkedIn, donc ton profil c'est Guillaume Bonomo. Voilà. Eh bien écoutez, on va clôturer du coup donc ce premier épisode hors série du coup. Yes. Je suis très content que ce soit toi qui sois intervenu le premier. C'était cool, merci pour la proposition. Puis, avec plaisir. C'est sympa. Et là on va se retrouver du coup donc pour participer au meet-up. On va présenter un petit peu Azure Policy Watch qu'on a monté un petit peu ensemble. Donc voilà. Écoutez, c'est tout bon pour nous. Je vous souhaite une très bonne journée. T'as un dernier mot, Guillaume ? Yes, bonne journée, puis à plus. Courage. Salut. Une bonne soirée à vous, bonne journée. Au revoir.